En début d'année 80, le paysage musical camerounais voit l'arrivée de deux jeunes aux voix exceptionnelles qui font leur entrée de la belle des manières dans ce milieu contrôlé par les gros calibres tels que Manu Dibango, André Maritala, Anne-Marie Nzié, les Blastil et bien d'autres. Ils chantent en Foussep et en Douala. Les mélomanes fredonnent leurs chansons à longueur de journée et ils se hissent très vite au zénith des hits. Tim and Foti venaient ainsi de conquérir les cœurs au Cameroun et dans le monde. Voici leur histoire, racontée par Tim, l'un des membres du duo, Foti étant décédé en début d'année 2011. Bonjour. Grand frère, à la fin des années 70, les mélomanes du Cameroun et du monde découvrent deux jeunes talents aux voix exceptionnelles, Tim and Foti. Votre musique, un mélange de soul, de makossa et de funk, sort de l'ordinaire et suscite la curiosité de plusieurs mélomanes. Vous chantez tantôt en langue Foussep, qui est le Bafoussam, et en langue Douala, Sawa. Qui sont ces deux jeunes loups qui font leur entrée de la plus belle des manières dans le paysage musical camerounais? Qui sont Tim et Foti en cette fin d'année 70? Ce sont tout simplement deux jeunes très curieux de leur environnement musical. Des gens qui ont toujours côtoyé la musique de toutes sortes. Et très tôt, nous avons écouté par nos tuteurs respectifs, nous avons été imprégnés de la musique classique. Contre notre volonté, on avait les oreilles tendues, donc forcément on était obligé d'entendre et d'écouter. Et ceci a suscité notre intérêt à la chose musicale. Ça, c'était quand on avait 5-6 ans. Et à l'adolescence, ceci a évolué à travers une certaine prédisposition sur le plan vocal qui venait, je pourrais le dire ainsi, qui venait un peu de la morphologie, une morphologie vocale qui contient de la famille, quoi. Sinon, je ne comprends pas que mon cousin et moi, on ait le même thème de voix et qu'on puisse aller aussi haut. Donc, ceci a été révélateur pour nous qui étions acteurs de notre intérêt à la musique. Et c'était aussi quelque chose de fascinant pour ceux qui nous écoutaient. Dans les années 60, ont évolué à travers l'écoute des grands artistes comme les Beatles, comme les Rolling Stones, comme Crosby, Stills, Nash, comme Bob Dylan, et comme les Byrds, comme les Shadows, et j'en passe. Donc, on écoutait beaucoup ça, la musique camerounaise n'était pas encore très développée. Donc, on était un peu inondé par la musique occidentale. C'était donc à nous d'écouter et d'en faire quelque chose, même involontairement, à notre sauce. Donc, avec cette ouverture vers la musique internationale, nous a permis, à travers notre façon d'écrire des chansons, de faire une synthèse de tout ça et d'introduire la musique camerounaise dans cette synthèse.
Voilà pourquoi les gens ont trouvé que notre musique était, nos voix étaient exceptionnelles. Tim and Foti, il se disait dans la rue que vous n'étiez que des cousins, et d'autres disaient que c'était grand frère, petit frère. Quelle est la réalité? On était des cousins. On a passé près de 40 ans de vie ensemble, côte à côte. Donc, ça crée des liens extrêmement forts. On a été dans les lycées, dans les mêmes villes, dans les collèges, dans les mêmes villes. Donc, on prenait manger les beignets haricots le matin avant d'aller à l'école ensemble. On dormait ensemble. Donc, vous savez, dans la tradition africaine des années 50, cette proximité était une proximité extrêmement fructueuse, saine, et qui permettait vraiment une évolution sur tous les plans. Sur tous les plans. Nous, on a commencé la musique, j'ai pas dit à mon frère, bon, je crois que on va faire la musique ensemble. Non, du tout. On a appris à jouer la guitare pendant que moi, je jouais. Lui jouait. Vous étiez tous deux des guitaristes? Oui. Et puis, après, on a commencé à composer en camerounais, quoi. Voilà. On a commencé à faire des choses à la camerounaise, la musique camerounaise, on a essayé d'aller là-dedans, et on s'est rendu compte que vraiment la musique camerounaise, avec une certaine influence des autres musiques et de grandes musiques, c'était pour nous une grande porte ouverte. Chers mélomanes, voici l'histoire racontée par l'un des acteurs du duo Tim and Foti, l'autre étant malheureusement décédé en 2011. L'abréviation Tim and Foti vient de quoi? Oh, c'est tout simplement que c'est Thiam et Fotier. Ah, d'accord. Alors Thiam, vous enlevez le A, il y a Tim. Et vous enlevez le IE, vous remplacez par Y, ça fait Foti. Donc c'est Thiam et Fotier qui voilà. vient Tim et Foti. Voilà, c'est ça. Tim, pourquoi chantiez-vous tantôt en Douala, tantôt en Foussette? Nous sommes d'une famille un peu cosmopolite, c'est-à-dire que mon oncle maternel avait épousé 2 femmes Douala. Donc, la civilisation Douala et les mœurs Douala, on les a intégrées dans notre façon d'être. Quand on revenait du lycée à midi, j'allais manger le dolé chez la maman de Foti. Et il venait manger, c'est pas autre chose, chez ma mère, ainsi de suite. Ah, c'est la maman de Foti qui était Sawa? Ah, ça, oui, à Douala, oui. Voilà. Et son papa, c'était le frère de ma mère. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est parce que le Makossa, qui était le rythme et qui avait le vent en poupe, qui vous a plus suscité à chanter en Douala ou bien? Je ne dirais pas le Makossa. Ouais. Parce que quand on s'est mis à écrire des chansons, on ne disait pas on va écrire un Makossa. Non. Parce que, par exemple, quand je fais ça,
Voilà un peu l'aspect Makossa. Mais quand je fais ça, bon, ça c'est le côté un peu ouverture extérieure. Et ça aussi une ouverture extérieure. Alors vous mélangez tout ça, ça ne fait pas un Makossa, mais ça fait une musique africaine écoutable par tous, sans identité. Voilà. À l'époque où les technologies des studios n'étaient pas développées, comme les autotunes qu'on retrouve aujourd'hui dans les studios pour déformer les voix, vous utilisez une technique vocale très difficile appelée voix de tête. Comment vous est née cette idée de chanter avec la voix de tête? Ça a été ça, notre originalité. Involontaire, mais tout à fait, tout simplement naturel. Parce qu'on nous a accusés de travailler avec les machines, de faire ceci, de faire ça. Alors, quand je me suis mis à chanter, les gens n'étaient presque pas contents. Parce qu'ils voulaient que je monte la machine avec laquelle je travaillais. Et quand je n'ai pas eu de machine devant moi, ils étaient plutôt déçus. Quand je fais ça, Little smile together I like. Yeah, my love, little on. Tell my love. There we got in the world. Bon, ça c'est quand je faisais ça il y a 40 ans. C'était inaudible pour les gens. Les gens étaient un peu désarçonnés. Voilà. Et puis, et même, je vais être franc avec vous, même les Français chez qui on était, même les Français, donc ils étaient eux aussi vraiment surpris, très très positivement surpris. Et c'est ça qui a peut-être facilité notre accession rapide au monde un peu plus ouvert que l'Afrique. Voilà. Ok, grand frère, l'un de vos titres, Famla, c'est pas si le titre, la chanson Famla, l'un de vos titres fut un tube dans les années 80. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? L'histoire, on sait que Famla, ça parle de la sorcellerie, et Famla, en même temps, c'est un quartier de Boxam. Qu'est-ce qui vous a inspiré Famla et qu'est-ce que vous racontez dans Famla? Vous savez, nous, on a vécu à Bafoussam. Une bonne partie de notre adolescence, dont Famla faisait partie de notre univers. Je ne veux pas ici percer le secret de mon frère et moi par rapport à Famla. Je vais rester, vous me permettrez de faire ça, dans l'idée que les Camerounais se font de Famla, qui est une idée pas très fausse. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour laisser les gens dans leur imagination. Mais Famla est née d'une pratique particulière dans ce quartier où les gens évoluaient d'une façon spectaculaire. Et ce côté spectaculaire nous a amené à créer une mélodie par rapport à ça. Et puis, à l'époque, comme on dit en français, on cassait du sucre sur Famla. Il se passe beaucoup de choses sur Famla. Il se passe ceci, ça, Famla. Il se passe ça, Famla. J'ai dit, écoute, on va faire une chanson sur Famla. Et on va dire exactement ce que les gens racontent de Famla, ce qu'on a mis dans le texte. Et Famla est allé jusqu'en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Ceux qui écoutent le foot,
qui aimerait interpréter Femme-là, il y a une phrase au début qu'on ne comprend pas bien. La suite, qu'est-ce que vous dites? Voilà. Quel que soit l'être humain, quel qu'il soit, ça échoue sur l'idée que les gens se font de Femme-là. Parce que qu'on soit ivoirien, malien, chaque pays africain a son Femme-là. D'une façon ou d'une autre, nous sommes des Africains, on a des traditions ancestrales qui se rejoignent quelque part. En ce moment, comme vous voyez, par exemple, au Mali, au Burkina Faso et autres, qui sont en train de revenir sur leur tradition ancestrale. Et ça leur permet de comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est un peu une image que je fais par rapport à Femme-là, quoi. Grand Frère Tim, on sait le plus souvent qu'un artiste est influencé ou inspiré par un autre artiste. Quels sont les artistes qui influençaient et inspiraient Tim N40? Il n'y a pas un artiste en particulier. C'est-à-dire qu'on a été dans un foisonnement de musique qui allait toutes dans le même sens, avec des niveaux divers, avec des qualités diverses. Et quand vous baignez dedans, vraiment, toutes ces influences, tous ces artistes du monde entier vous apportent quelque chose. Par exemple, quand on a fait Aïe, Dolemio, Namongele Newa, Namongele Wa, Moule Mamio, Namongele Newa, Namongele Wa. Ça, c'est une transition. Partie d'une musique un peu inspirée dans les mélodies camerounaises. Votre style de musique, qu'on pouvait appeler Makossa, était totalement différent des autres de cette époque, au niveau des arrangements et de toute l'orchestration. Qui sont les musiciens qui accompagnaient Tim N40 dans leur musique? Disons que nous, on a commencé, mon frère et moi, tout seuls. Les premiers 45 qu'on a fait n'étaient sous aucune influence de qui que ce soit. On a fait tout seul parce qu'on était des débutants. On a fait avec ce qu'on a eu. Et puis j'ai eu l'opportunité très jeune d'intégrer un grand orchestre français en tant qu'étudiant là-bas. Pendant l'été, j'allais chanter pour eux. Mais j'avoue que quand je suis allé là-bas, je savais pas chanter, j'apprenais, mais ils ont vu à travers moi quelqu'un qui avait de la volonté et qui avait une qualité vocale qu'il fallait tout simplement travailler et pousser.
Alors, ils m'ont intégré dans le groupe. J'ai fait près de 3 ans avec eux. Et au sorti de là, après les 3 premiers 45 tours, au sorti de là, vu le succès des 3 premiers 45 tours, mon éditeur, qui était aussi l'éditeur de Manu Dibango, Myriam Makeba, nous a convoqué, nous a demandé de préparer un album. C'était un contrat d'artiste. Je le dis souvent parce que les gens ne savent pas faire la différence entre production, réalisation, contrat, machin. On mélange tout. Un contrat d'artiste, c'est-à-dire que la maison de disques prend ton voyage en charge, tes déplacements en charge, ton hôtel en charge, ta nutrition, tes frais de studio, tous tes déplacements en charge. Alors, qu'est-ce que ça ouvre comme porte à un artiste? Ça lui permet de choisir les meilleurs musiciens. Parce qu'il pouvait choisir, on a choisi les musiciens parisiens de l'époque qui étaient sur le tas. C'est avec eux qu'on a fait Aida, l'album Aida. Par exemple Jean-Claude Némoro. Jean-Claude Némoro. Jacob Devalier. Jacob Devalier, c'était des musiciens de studio, c'est tout. Alors, j'ai rencontré par le biais d'un autre musicien de la trempe de Némoro qui nous a amené voir, et s'appelait, j'oublie son nom, un manager quoi, qui nous a amené voir un certain Alan Shelley, qui était un des collègues de Manu Dibango. Il a dit, écoute, je t'apporte des mecs ici, j'ai pas encore vu ça, mais ils sont vraiment pas mal. Il vient d'obtenir un contrat d'artiste. Alors il a besoin que vous lui sélectionnez les meilleurs musiciens. On a eu Némoro, Vamur, les percus, toute cette équipe antillaise qui a été mise à notre disposition. C'est comme ça qu'on a eu un batteur qui battait bien, un pianiste qui jouait bien, un guitariste qui jouait bien, et nous pour un chanteur, quand tu as tout ce monde autour de toi qui joue aussi bien, mais la voix devient un plaisir. Donc, c'est de là qu'est né un peu le monde musical de Tim et Foti, voilà. Et par la suite, quand l'éditeur a eu besoin, Aida a tellement marché dans toute l'Afrique, il a dit, les gars, on remet ça, un deuxième album. Et nous, on a changé. On a pris d'autres musiciens qui étaient beaucoup plus portés sur la chose occidentale. Parce qu'on avait des titres comme Smile Live que je viens de jouer. Attention, il faut bien se comprendre. Il y a des musiciens pour qui certaines musiques, ils ne peuvent pas s'exprimer comme il faut. Ouais. Alors, on a préféré prendre des gens dont c'est la culture pour qu'ils nous fassent Smile Live. Smile Live pour une chanson anglo-saxonne africaine, ça a été vraiment un succès dont je ne peux pas décrire. Vraiment un succès terrible. On a fait ça. Avec ce succès, l'éditeur nous rappelle, dit on remet ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la même équipe. Et puis après cette partie-là, on est parti de chez notre éditeur, on avait suffisamment d'argent pour être autonome. Alors les autres albums, jusqu'à Famla et Eyaye, a été le produit de notre propre production. Lucien Dombaloc, c'est tout simplement quelqu'un pour qui rien ne réussit. Rien ne lui réussit. Il essaie de bâtir sa maison, ça tient pas. Il essaie de faire son commerce, ça marche pas. Il essaie d'épouser une femme, la femme s'en va, il lui laisse les enfants, ainsi de suite. Mais ça s'arrête pas au niveau vraiment du texte. Il faut voir ça un peu beaucoup plus large. Ça peut se répercuter sur plein d'autres choses de la vie sociale. Voilà. Donc Massa Balok, c'est ça, c'est quelqu'un qui réussit pas tout et qui s'efforce de faire les choses, mais ça marche vraiment pas comme il veut. Et puis c'est vrai, en y mettant le temps et l'émotion, ça crée le succès que ça a créé. Voilà.
Massambalok, c'est une grande chanson. Aujourd'hui, elle serait dérisoire. Mais on ne peut pas l'écouter comme on écoute une chanson d'aujourd'hui. Il faut la mettre dans son contexte. C'est là qu'on apprécie. Grand frère, je vais vous faire une révélation. Lorsque je commence à faire de la musique et j'apprends à jouer la guitare, je demande à mon professeur de guitare qu'il y a une seule chanson que je voudrais que tu m'apprennes à jouer. C'est une chanson de Tim Foti, qui est Senda. Bon, voilà. Je ne sais pas si les accords, aujourd'hui que je suis à côté de l'auteur-compositeur. Ah, c'était ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, je dis à mon professeur, je veux apprendre. Et quand il m'apprend à jouer cette chanson, moi, je me vantais avec partout. Oui. J'arrive un peu, tu es guitariste, je joue de la guitare, tu veux savoir. Et c'est ça que je chantais. Donc, je te révèle aujourd'hui, grand frère, voilà la chanson qui m'a poussé, qui m'a fait aimer la musique et devenir musicien. C'est tout à ton honneur. Je dirais vraiment que c'était très tôt pour les gens de se dire qu'il y a une langue du village qui s'exprime sur le plan musical. Quand je suis parti en Europe, ça n'existait pratiquement pas. Et c'est vrai que ça a dû surprendre plus d'un d'écouter une chanson comme ça. En même temps que quelques temps avant Mendes ici, aussi. Bon, nous avons toujours privilégié dans notre musique la non-appartenance à quelque tribu que ce soit. Nous, on était Camerounais à point. Et on faisait la musique pour l'Afrique, pour les Camerounais en particulier, et pour l'Afrique. On ne voulait pas avoir une identité. On voulait appartenir à tout le monde. Parce que notre chance a été, on arrive en studio, on fait une musique qui est tout à fait une musique internationale. Et dans le studio, les Américains qui étaient venus faire leur titre dans le studio, ils ont demandé aux techniciens de nous appeler. Le titre s'appelait Nohou. Ouais. Ils ont acheté la bande. Wow. Ils ont acheté la bande séance tenante en studio. Parce que notre interprétation était un peu infantile. On était jeunes. Mais eux, en tant que professionnels, tu vois. Alors les Américains, ils ont fait une version de ça que j'ai toujours dans mes affaires. Mais c'est fabuleux. Ils ont mis dans le journal, c'est des musiciens africains qu'on a connus à Paris qui nous ont permis de prendre ça. Donc, vous voyez un peu, pour revenir à Senda, que tu apprécies bien, dans Senda, c'était pas évident de créer un texte qui colle avec la musique en Bafoussam. Et puis aujourd'hui, pour moi, le Bafoussam est une très belle langue, que ce soit le balin ou le bamenjou, toutes ces langues de l'Ouest là sont vraiment très belles. Quand j'écoute tous ces gars qui chantent le samali, voilà, tout ça, c'est beau, c'est très beau. Mais comme je te disais tout à l'heure, la seule chose qui manque au samali, c'est l'ouverture. C'est vrai. Parce qu'elle est tellement riche que l'ouverture est facile. Mais pour ça,
il faut avoir des gens qui pensent. Ne restons pas fermés, parce qu'on est fermé. On ne s'ouvre pas, on n'essaie pas de travailler pour s'ouvrir. Regarde la plupart de nos artistes. Quand ils ont fini de faire, c'est pas pour critiquer, c'est un constat. Quand on a fini de faire le sol, do, ré, do, sol, quand tout le monde a fait ça, qu'est-ce qui reste? On reste au même point. C'est répétitif. Pour des gens qui ont des oreilles de mélomanes, ça devient agressif. Parce que c'est ça, il faut changer, il faut changer. Il faut changer. Parce que quand je prends une chanson... C'est pas camerounais ça. Oui, c'est pas camerounais. C'est pas camerounais. C'est pas camerounais. Mais quand tu commences comme ça, tu peux introduire le camerounais plus loin. Tu peux revenir sur le camerounais, tu peux varier. Mais je t'assure, quand tu fais ça, des oreilles averties voient cette espèce d'évolution musicale. Ça plaît forcément. Grand Fatim, l'écho de votre succès traverse les frontières, traverse les provinces du Cameroun et arrive au Palais de l'Unité sous le règne Amadou Ahidjo. Et vous êtes invité. Racontez-nous cette belle épopée. Vous savez, c'est quelque chose qui reste gravé dans nos mémoires. Et tous les artistes qui étaient là-bas, je crois que c'est la même chose. Vous savez, pour un artiste, il n'y a rien de tel. Vous êtes à la maison et vous avez un coup de fil à travers un agent de l'ambassade qui vous appelle. Monsieur Timé Foti, c'est le consulat du Cameroun. Vous voulez bien venir à l'ambassade? On vient à l'ambassade. On nous donne d'abord les billets pour venir au Palais de l'Unité et des billets pour mon frère et moi pour aller à Maroua pour animer le mariage de la fille du président de la République. Alors, nous voilà donc à Douala. On était avec les Toto Guillaume, comment ça s'appelle le Nigérian là non, de l'époque qui avait des bottes comme ça. Ah, Prince Nico Barga. Il y avait tout ce monde-là. On s'est retrouvés au Palais d'Unité avec le président de la République dans une fête, dans une ambiance. Et là, vous aviez l'impression d'être vraiment sur un nuage. Là, vous étiez vraiment fiers, plus fiers d'être Camerounais. Et puis, c'était vrai pour tous les artistes. On était 200, je crois. Wow. 200. Et puis, je vous dis que le président de la République de l'époque avait bien fait les choses. Il a doté chaque musicien d'un revenu, quoi. D'un montant, voilà. D'un cachet, voilà. Oui, d'un cachet conséquent. C'est pas les petits cachets de... Vraiment conséquent. Non, ça allait jusqu'à 5-6 millions. Hein? En 1982, 81, 82. Ça allait jusqu'à 6 millions, ça allait... C'était énorme. C'était énorme parce que... Et puis c'était aussi en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Il y avait des jeunes qui commençaient à peine et qui étaient confiés. Et moi, je trouvais ça fantastique. Personne n'était laissé sur la touche. Et ça, c'était bien. Donc, c'est un peu notre histoire. Sortie de Palais de l'Unité, nous nous sommes dirigés directement à Maroua avec l'orchestre de la garde républicaine. Voilà, qui était avec nous à l'occasion. Donc, vous voyez que pour les jeunes, on était jeunes, hein. En fait, à la limite, ça nous dépassait là. Je vais être franc avec vous. On ne savait plus où on habitait, ça nous dépassait. Parce que tu pars de là, tu te retrouves au sommet de l'État avec... le chef de l'État. Oui, ça, le sommet là, c'est vraiment, on n'était pas dans notre assiette. Cependant, ça reste des moments
pour un artiste, disons, de notre continent, quelque chose de fantastique. Voilà. Et puis ce que j'ai beaucoup apprécié, aucun artiste n'était laissé sur la touche. Que tu aies seulement un disque, tu étais convié. Et celui qui avait un seul disque, c'est pas parce qu'il avait un disque qu'on lui donnait des miettes. Non. On lui donnait un cachet qui lui permet d'aller plus loin, de travailler un peu plus. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment fantastique. Voilà un peu mon histoire avec le Palais de l'Unité. Oui. Et au Palais de l'Unité, on a rencontré, on avait vu le chef d'État actuel, il était là aussi. Et on a était encore Premier ministre. Oui, il était Premier ministre. Oui, il était, on l'a aperçu. Il était dans un coin. Il était un peu éloigné, mais il était là. Tous ses collègues, ministres, le ministre de la Culture, qui est un homme vraiment que nous on adorait à l'époque. Il était. C'était qui? C'est pas Joe Moyle, non, c'est pas lui. C'était lui. Ouais, vraiment impliqué. Voilà un ministre vraiment impliqué. Je vais vous raconter ce qu'il a fait à Douala quand on est arrivé pour faire le concert. À Douala, le matériel qu'ils avaient sur place, qu'on avait amené, était un peu obsolète. Parce qu'on pensait trouver du matériel de pointe sur place. Le ministre de la Culture a pris sur lui d'aller dans un grand magasin de la ville, prendre tout le matériel disponible pour venir renforcer la sonorisation. Ça, avec les Harry, avec Antoine Lobet, tous ces gens-là qui étaient des gens impliqués dans la culture. Mais vous savez, ce sont des choses qui restent dans la tête d'un artiste. Il a pris sur lui, il a mis le budget nécessaire. On a ramassé tout ce qu'on pouvait trouver dans le magasin, qu'on pouvait connecter pour que ça fasse. Pour que l'artiste donne le meilleur de lui. Voilà. Avec les meilleurs. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé au stade de la réunification. Nous, on était presque spectateurs de notre propre carrière, tellement elle était débordante. Voilà, donc débordante dans le sens très positif, heureusement pour nous. Et c'est pour ça que chaque artiste a son histoire, mais notre histoire, vraiment, je crois que même s'il fallait l'écrire, il faudrait quelques centaines de pages. Grand Fatim, une de vos chansons qui a marqué le public n'avait pas de paroles. Comment vous est née cette idée de faire une chanson avec juste un chœur et qui a marché? En fait, on n'avait pas décidé de faire une chanson sans texte. Mais c'est pendant qu'on travaillait cette chanson, vous savez, il y a des chansons difficiles. À un moment donné, on ne voyait pas de porte de sortie. Et puis la seule chose qui collait, c'était cette espèce de petite mélodie qui devait accompagner le chant. Alors, au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte que le chant n'est pas... On ne peut pas rentrer une mélodie chantée là-dedans, ça ne va pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé cette mélodie, un peu qui fait office de chœur, et on a rajouté des cuivres. Et ça fait une musique un peu festive. Parce que quand vous allez, par exemple, à un festival, vous donnez, ça s'appelle Nam. Vous faites passer Nam au milieu du festival, ça fait vraiment festif. Et ça appelle tout le monde à danser. Tout le monde. Et puis en fait, c'était une idée formidable d'avoir décidé de ne pas mettre un texte. Et les gens l'ont bien accueilli tel quel. Il y a quelque chose qui me passionne, c'est la justice dans notre pays. Si j'avais un certain pouvoir pour refaire les choses, si j'avais ce pouvoir-là, je ferais une refonte totale du système judiciaire chez nous pour l'adapter à ce que nous sommes, des Africains et des Camerounais en particulier. Vous savez que notre civilisation ancestrale, nos coutumes doivent faire partie
du mode de justice de notre pays. Donc c'est ce que j'aurais fait. Ça c'est un petit rêve que je caresse, c'est tout. Qu'est-ce que tu solliciterais que le gouvernement camerounais fasse pour la jeunesse camerounaise dans le domaine de la culture? Créer un département culturel spécialisé, spécialisé uniquement sur les artistes, sur les problèmes des artistes. Et quand je dis artiste, ça englobe la musique, ça englobe la comédie, ça englobe les écrivains, ça englobe le cinéma, ça englobe tout ce qui est artistique, tout ce qui est culturel. Créer un département qui a pour vocation de mettre en route un système de gouvernance du monde culturel. Et faire ça d'une façon vraiment transparente. Vous savez, la culture, hein, ça fait partie un des pans importants d'une république. Il y a des pays, moi je prends l'exemple du Zaïre. Le Zaïre est un pays où la culture est vraiment tellement développée que les artistes zaïrois, quand tu les vois, hein, c'est pas des crèves la faim. Hein. Donc c'est un pays qui a une tradition musicale très très ancrée, qui font que même l'État respecte la culture, la chose musicale. C'est ça qui est important. Accorder du crédit à leur culture. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont encore là. Et vous voyez qu'il y a des jeunes là qui reprennent la rumba, en fonction de ce que les aînés ont laissé. Ils essaient de transformer ça, apporter leur touche dessus, et ce qui fait que partout on les écoute aujourd'hui au Cameroun. Vous savez, dans les années 80, quand Noël arrivait, les gens comme Tambo peuvent vous le dire, il y en a d'autres, il y a d'autres grands distributeurs de disques de l'époque, ils sont encore là, ils peuvent vous le dire. Quand Noël approchait, vous avez des fonctionnaires. Tout le monde rentrait dans les magasins de musique et sortait avec 5 albums, 6, 10 albums pour aller passer les fêtes de Noël. Les Camerounais aimaient aller au concert. Il y avait un certain pouvoir d'achat, ça il faut le reconnaître. Même à Bafoussam, j'ai fait un concert ici, mon frère et moi on a fait un concert à la maison du parti, jusqu'au balcon c'était plein. Jusqu'au balcon, je ne sais pas si on en a fait d'autres après, comme ça, il y avait le pouvoir d'achat. Quand on a fait le concert au stade à Douala, le problème des gens c'était pas l'entrée. Ils avaient les moyens de venir, même si l'entrée n'était pas chère, mais pour eux, ils entraient, il y avait même un débit de boisson, ils allaient se désaltérer. Donc il y avait une ambiance, comment dire, bon enfant, voilà. Une ambiance bon enfant, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de... tout ce qui peut entraver la bonne marche d'une vie culturelle. Je crois que le peuple Cameroun et les peuples africains ont pris conscience de l'importance de ce qu'on appelle leur souveraineté. Et quand on est quelqu'un qui veut sa liberté, sa souveraineté, on est forcé d'adhérer à la chose du pays. Et il y a une certaine conscientisation dans les médias africains en ce moment qui amène tout le peuple africain à prendre conscience de leur force et de leur potentiel. Ils commencent à comprendre que la meilleure façon
d'être autonome, d'être souverain, d'être libre, c'est d'aller voter pour des gens qui peuvent transformer leur univers, qui peuvent transformer leur vie, qui peuvent sécuriser leur vie. Vous savez, il y a une télé que je regarde souvent qui s'appelle Afrique Média, For You Média et les autres médias panafricains. C'est des médias qui sont pour moi un havre de connaissances. Parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers ces médias-là, des choses qui m'étaient inconnues. Et c'est à partir de la culture de cette souveraineté du continent africain qu'on essaie de réveiller le système et les coutumes ancestrales pour savoir ce qu'on est et ce qu'on était vraiment. Parce qu'on a toujours l'impression que l'Afrique a commencé avec l'arrivée des Européens. Non. Non. Personne ne sait par exemple que la région Bamileke a été la région à travers laquelle les États-Unis se sont ont pris leur idée des États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils sont arrivés à l'ouest, il y avait des petits États, il y avait qui travaillaient ensemble. Un chef ici pouvait être appelé à Bafan ou à Yaoundé pour un problème précis. Voilà une petite idée de ce que était l'Afrique. On avait une certaine façon de fonctionner à nous. Et aujourd'hui, on est imprégné d'une civilisation qui n'est pas la nôtre et qui nous met dans des difficultés terribles. C'est pour ça qu'il y a des gens que j'apprécie beaucoup, comme le monsieur Kalala Omotunde qui est décédé, qui est une bibliothèque vivante et qui nous a appris beaucoup de choses par rapport à nos origines. Ça, c'est fantastique. Donc moi, je pense que nous gagnerions beaucoup à aller dans ce sens-là, à permettre à un pays comme le nôtre de regarder droit devant lui et de se projeter dans l'avenir. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup et il faut tout simplement espérer que les choses aillent mieux pour que les esprits s'ouvrent et que notre pays devienne prospère et à travers une certaine le départ qu'ont pris les pays du Sahel, bon vraiment ça nous interpelle quoi. Donc il faut essayer de se greffer là-dessus pour que notre continent ne soit pas réenvahi par des gens qui nous ont opprimés pendant des siècles. Notre rencontre s'est faite d'une façon presque spontanée parce que c'est la première fois que je voyais un admirateur de Timé Foti foncer vers moi sans avoir peur parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas nous approcher. Lui, il a pris sur lui de venir me rencontrer et de me demander de venir m'asseoir pour qu'il m'offre à boire. Et j'ai accepté. Et c'est fort de cette première rencontre qu'on a gardé des liens qui, quelques mois plus tard, l'ont amené dans mon studio. Et puis c'est un garçon que j'aime beaucoup parce il fait bien son travail et il est toujours à l'écoute. Quand j'ai besoin de quoi que ce soit, je prends mon téléphone, je l'appelle, il est là. Tim Anfoti, vous vous retrouvez au lycée avec Tela Nembot Djebel, fils du roi Nembot de Balem. Parlez-nous de votre... C'est une histoire, vraiment une belle histoire. Parce que le père de Nembot Tela était un grand ami à mon père, qui était un fonctionnaire des eaux et forêts. Quand le chef Balem passait devant la cour de ma maison, il s'arrêtait pour venir voir mon père. Et puis,
de fil en aiguille, je me retrouve au lycée technique de Douala avec Tella. Alors, on allait manger les beignets ensemble. Bon, on se connaissait, on se côtoyait bien. Mais à un moment donné, j'étais encore au lycée quand on est venu l'arrêter. on a appris seulement, on a arrêté Tella. On a arrêté Tella, il est parti. Il est désigné chef. Et quelques années après, j'ai commencé à bâtir cette maison il y a 30 ans. Et pour ne pas perdre la relation que j'avais avec lui au lycée, je suis donc allé le voir à la chefferie, Baleng. Il m'a bien reçu. Bien reçu. Il m'a dit alors comment ça va la musique. Il a sorti, je crois que je lui ai donné une série de musiques pour sa discothèque. Il était très content. Il me dit qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit je suis en train de construire ma maison. Il me dit appelez-moi tel. On a appelé un de ses notables. Il me dit chargez 3 camions de sable pour aller verser chez M. Tib pour sa maison, le chef Balin. 3 camions de sable pour venir verser, et pas des petits camions, hein, pour venir verser pour la construction. Son sable est ici, dans ma maison. Sa contribution. Vraiment, la musique traditionnelle de notre région, Baleng, des autres, hein, c'est vraiment des belles musiques. Parce que quand tu fais écouter ça à quelqu'un d'anonyme, et quand tu vois la chorégraphie qui est avec, la langue Baleng qui est en train de diffuser, c'est magnifique. Magnifique, j'ai connu même des musiciens, de très bons musiciens en Europe, qui m'ont demandé la copie de Nombot. Oui, ce qu'il a fait, c'était très bonne musique, très belle musique. Je vais vous révéler une chose, grand frère. Prince Laurent Kwembot a révolutionné totalement la musique de l'Ouest Cameroun en créant un style de guitare qui va avec. Parce que pour la jouer, il faut la réaccorder. Il faut réaccorder. Oui. C'est pour ça que parfois j'ai du mal à me caler. Je me prends mes accords personnels pour y arriver. Oui. Pour moi, c'est un génie. Parce qu'il est autodidacte de la guitare. C'est un peu à la sénégalaise. Parce que quand tu veux faire du sénégalais, même du malien, il faut désaccorder la guitare. Hein? Quand quelqu'un joue bien, je dis joue bien. Parce qu'on a beaucoup de mal dans d'autres pays à dire qu'un autre artiste est bon. C'est vrai. On n'a pas ce courage-là. Donc, quand je vois toute la clique des jeunes qui font la musique traditionnelle, là, mais ils sont excellents. Ils sont excellents parce que quand quelqu'un de très averti écoute ça, il dit tout de suite qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci. Donc c'est pour ça que je demande à toi qui es un haut responsable de la culture chez nous, de contacter ces gens. Je voudrais sélectionner 3 titres de chaque artiste. Il y en a un là que j'ai vu aussi, je crois qu'il est de Bamenjou, mais c'est magnifique ce qu'ils font. C'est magnifique. Je me suis rendu compte depuis quelque temps que chez les Balins, ils sont en train d'améliorer la chorégraphie avec le support de la musique traditionnelle. Et il y a une façon de danser. Et moi, j'ai joué pour que les gens dansent. Quand je vois un danseur fin, c'est de le reconnaître. Et la façon dont la danse Balin est pratiquée, il y a des choses qu'il pourrait faire pâlir même les plus grands. Un père de famille comblé. Comblé, enfants et petits-enfants. Combien en avez-vous? Non, ça c'est discrétionnel, ça me regarde. Je suis heureux avec ce que j'ai. Voilà. Et de vos progénitures, il y en a qui vous ont suivi dans le... Mes enfants, mes 2 filles, mes 2 grandes filles sont d'excellentes chanteuses. Mais il n'est pas question pour elles, surtout pour une, celle qui est encore bien plus performante que sa grande sœur, d'embrasser la carrière de la musique. Et elle a préféré se cramponner dans son travail pour lequel elle a été faite. Et la grande, c'est celle qui m'accompagne de temps en temps quand j'ai besoin. Celle est beaucoup plus accrochée à moi par rapport à la chose musicale. Voilà.
Oh, moi, j'adore le coquille. Hein. Coquille. J'adore aussi le gombo. Et le cuit, bien entendu, hein, qui devient un produit de luxe aujourd'hui. Ne mange pas le cuit qui veut aujourd'hui. Donc, ce sont les mets principaux que j'aime à manger quand je suis au pays.